Bonjour à tous, bienvenue au Conservatoire Hector Berlioz. Je suis Nicolas Desoulières, le nouveau directeur du Conservatoire. Avec les équipes, afin de rendre accessible la culture à tous et par tous les moyens, nous avons réfléchi à des moyens de diffusion comme des vidéos pédagogiques disponibles sur notre compte Instagram Conservatoire Hector Berlioz, mais également à des podcasts que l'on peut retrouver sur YouTube. Pour ce podcast, David, notre chargé d'action culturelle et de communication, sera aux manettes. Bonjour David. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast. Alors l'idée de ces podcasts que nous avons intitulé simplement Radio Berlioz, ça va être régulièrement de vous parler culture, de vous parler de danse, musique, chant ou théâtre, toutes les disciplines qui sont enseignées ici au conservatoire, et on espère vous apprendre plein de choses et vous passionner pour tout ce qui est culture. Peut-être on pourrait commencer à parler de Berlioz et l'instrument de Berlioz. Je me souviens que dans ses mémoires, il disait « Je ne joue d'aucun instrument avec assez d'habileté pour me produire en public. Mon instrument, c'est l'orchestre. » Pour ce premier podcast, j'ai décidé de m'intéresser à un métier un petit peu particulier, celui de chef d'orchestre. Alors, je vous avoue que je comprends pas trop à quoi sert un chef d'orchestre. Alors, pour répondre à toutes mes questions, j'ai fait appel à Stéphane qui est avec moi. Alors, bonjour Stéphane Grandjean. Bonjour David. Alors Stéphane, je te laisse te présenter avant de commencer ce podcast. Oui, donc Stéphane Grandjean, je suis prof de violon et chef d'orchestre au Conservatoire du 10e. Alors, ça fait 25 ans que je suis prof de violon, mais la direction, je dirais que ça doit faire 10-15 ans, plutôt 15 ans que je fais ça ici. Je dirige maintenant les 3 orchestres du Conservatoire, les orchestres des 3 cycles, premier, deuxième, troisième cycle. Et puis voilà, tout se passe très bien. Alors tu es la personne idéale pour répondre à toutes mes questions justement, Stéphane. Alors ma première question d'abord, c'est à quoi ça sert un chef d'orchestre, puisqu'après tout les musiciens ils savent lire des partitions. Donc à quoi va servir le chef d'orchestre quand il y a plusieurs musiciens ensemble? Alors le chef d'orchestre, je dirais que sa mission première, c'est d'arriver à faire que tous les musiciens qu'il a en face de lui soient ensemble. Donc ça, c'est sa première mission. Ensuite, il y a des missions qui vont bien au-delà de juste faire le métronome quelque part, parce qu'un chef d'orchestre est un métronome. Tu donnes le rythme. Je donne le rythme. Et en fait, le but du jeu, moi je suis à un endroit et tout l'orchestre est en arc de cercle devant moi, le but du jeu c'est qu'ils voient à la fois leur partition et moi. Et en fait, moi je donne des gestes, ces gestes sont une battue, et cette battue indique la mesure de la partition qu'ils ont à jouer. Et avec ces indications-là, on se débrouille pour être tous ensemble sur le geste. Voilà, ça c'est la première mission du chef d'orchestre, que tout l'orchestre ait une pulsation qui soit absolument commune. Mais ça s'arrête pas là, parce que sinon on pourrait très bien mettre des robots. Ça se ferait très très bien. Méfie-toi, parce qu'en plus on a l'air des robots en ce moment. Alors, blague mise à part, j'ai déjà vu Yamaha, par exemple, je crois que c'est Yamaha, j'ai vu des vidéos où il y a un robot, un vrai robot, pour le coup robotisé, qui est commandé par électronique, etc., et qui fait des gestes de chef d'orchestre avec une baguette, et donc tout l'orchestre suit cette baguette. Bon, mais c'est artificiel, c'est-à-dire que du coup il n'y a aucun échange entre le chef et le robot et l'orchestre, le robot et l'orchestre. Donc quand on est un être humain, c'est quand même un peu mieux. Donc la deuxième mission du chef d'orchestre, ça va être de fédérer l'orchestre sur une idée qu'il a lui-même de l'œuvre à jouer. Et c'est là où ça commence à devenir très intéressant, très riche, etc. C'est-à-dire que c'est un partage. Le chef d'orchestre, donc ça m'a toujours fait rire, mais le chef d'orchestre, c'est la seule personne dans l'orchestre qui ne joue pas d'un instrument. Il joue d'une baguette, mais c'est le seul à n'émettre aucun son durant toute la pièce qui va être jouée. C'est vrai. C'est vrai. C'est une bizarrerie, mais finalement, on pourrait penser que c'est la personne la plus importante, c'est celle qui va ne produire aucun son. Et alors, il va devoir entraîner, fédérer, amener à lui l'orchestre, et le chef va devoir dire moi j'aimerais que cette pièce-là elle soit comme ça, avec ces nuances-là, etc. Alors tout ce que je suis en train de dire là, les nuances, le rythme, etc., ça passe par le geste. Le geste est là pour accompagner l'idée du chef, Et d'ailleurs, si on fait une expérience toute bête, on prend un même orchestre, on va amener
10 chefs différents, sans aucune explication. Les 10 chefs vont diriger la même œuvre. Et ben l'orchestre va proposer 10 partitions, enfin pas 10 partitions, mais 10 façons de faire différentes. D'accord. Et c'est ça qui a un côté un petit peu génial dans cette histoire, c'est que le chef, consciemment ou inconsciemment, apporte quelque chose de lui-même et qu'il va partager avec l'orchestre. L'orchestre va le suivre ou non, hein. Mais voilà, ça a ce côté un peu fabuleux d'échange, de partage, de propositions, de façon de jouer, etc. Et c'est pour ça que dans le monde entier, il y a des chefs absolument géniaux qui vont se balader d'orchestre en orchestre. Et il y a d'autres chefs qui vont peut-être pas arriver à exactement faire passer en tout cas ce qu'ils veulent, leur intention musicale, etc. à l'orchestre. Ça va moins bien se passer, et puis ils seront un peu moins célèbres, etc. Mais... C'est-à-dire que les musiciens d'orchestre, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de liberté quand ils vont accompagner un chef d'orchestre? Alors ça, c'est dur de dire ça, parce que le chef d'orchestre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne joue pas. Oui. C'est-à-dire que le chef d'orchestre fait toujours en fonction de l'orchestre qu'il a devant lui, et le résultat dépend de l'orchestre qu'il a en face de lui, avec lui. Si on a un orchestre génialissime, comme j'ai pu le vivre à l'Opéra de Paris, quand j'ai cachetonné quelques fois, il m'est arrivé une expérience géniale. Enfin, je ne sais pas si c'est génial pour le chef ou pas, mais le chef a dirigé l'œuvre en entier, et franchement, c'était un moment, moi je l'ai vécu de façon absolument unique. Tout n'était pas parfait, mais vraiment on était quasi la perfection. La perfection. Et du coup, le chef à la fin a posé la baguette et dit: messieurs, dames, rendez-vous le jour du concert, parce que c'était génial, j'ai pas grand chose à dire. Ce qui veut dire que là, dans ce cas-là, la proposition de l'orchestre correspondait peut-être parfaitement à ce que voulait le chef, et le chef s'est dit, ça sert à rien de les faire travailler. À l'opposé, on peut avoir des chefs qui disent non, moi je veux ça, et qui vont répéter comme ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, jusqu'à temps d'avoir le petit détail qui leur correspond. Et donc là, le chef impose vraiment, il dit, je veux ça, et l'orchestre a moins l'occasion de s'exprimer, etc. Donc il y a plusieurs façons de vivre cet échange chef d'orchestre-orchestre. Il y a des chefs d'orchestre qui sont très directionnels et qui vont dire c'est comme ça et pas autrement. D'accord. Et il y a des chefs d'orchestre qui vont dire, ils vont laisser une liberté de jeu et d'interprétation à l'orchestre, et ils vont dire franchement, le résultat que vous proposez, ça aurait pu être un autre orchestre, ça aurait pu être un autre résultat, mais ce que vous proposez est vraiment très bien. Okay. Donc merci. Donc il y a plusieurs lectures de ça, quoi. Alors Stéphane, depuis tout à l'heure, je crois qu'on a dit 100 fois le mot orchestre. Alors, qu'est-ce que c'est un orchestre d'ailleurs, Stéphane? Comment tu le définis? Ça c'est une bonne question. Un orchestre déjà, c'est plusieurs personnes qui se réunissent, instrumentistes, et qui vont jouer ensemble. Alors, il y a plusieurs orchestres possibles. Il y a un orchestre à cordes, par exemple, qui est constitué que de cordes. Ouais. On a l'orchestre d'harmonie, qui va être constitué que de vent. L'harmonie, c'est que les vents. Alors, l'harmonie, on dit petite harmonie pour les bois. On dit l'harmonie globale, qui englobe cuivre et bois. Et puis, souvent, on rajoute les percussions, parce qu'en fait, ils vont bien ensemble. Et puis après, il y a des dénominations bien particulières. On dit orchestre symphonique. Symphonique, c'est tout le monde? Alors, symphonique, à l'origine, le mot orchestre symphonique, ça veut dire qui est étudié pour jouer des symphonies. Pour ça, donc ça vient de ce mot-là. Donc un orchestre symphonique joue des symphonies. D'accord. Les compositeurs composent des symphonies qui sont faites pour des orchestres, qui englobent certains types d'instruments, et ça fait un orchestre symphonique. Et il y a l'orchestre philharmonique aussi. Ah oui, alors c'est quoi ça? Alors oui, quelle est la différence? C'est quasiment la même chose en fait. Philharmonique, ça vient du grec, et ça dit qui aime l'harmonie. Mais l'harmonie pas au sens l'harmonie les vents, l'harmonie globale, l'écriture, quoi. Et en fait, c'était utilisé, l'orchestre philharmonique, ce terme-là, il a été beaucoup utilisé entre 1800 et 1900. Et après, c'est resté. Il y a l'orchestre philharmonique de Berlin, par exemple, on continue à l'appeler philharmonique de Berlin. D'accord. Mais la composition de l'orchestre est identique entre un orchestre symphonique et un orchestre philharmonique. D'accord, c'est la même chose. Ouais, c'est quasiment la même chose. Enfin, c'est la même chose.
On va revenir à ton métier de chef d'orchestre. Alors déjà, est-ce qu'il faut faire... Forcément, il y a une formation, j'imagine, pour être chef d'orchestre. Comment ça fonctionne? Où on fait cette formation? Alors, il y a des formations. Le CNSM en propose. Et je sais qu'il y a d'autres classes particulières dans certains conservatoires qui proposent des formations de chef d'orchestre. C'est long, une formation? C'est long. Oui. C'est long d'être un bon chef, je dirais. D'accord. Alors, c'est à la fois long et à la fois pas long. Parce que, en fait, dans le sens où on peut battre la mesure, déjà, on peut dire, si on a un orchestre sous la main, je suis chef d'orchestre. Bon, on bat la mesure. Ok. Après, chef d'orchestre, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas que battre la mesure. C'est connaître la partition, proposer une musicalité, un certain sens de ce qu'est la partition à jouer. Donc à partir de ce moment-là, quand on se dit je choisis moi en tant que chef de vouloir jouer d'une certaine façon, alors on s'affirme en tant que chef d'orchestre. D'accord. Et on n'est plus simplement en train de battre la mesure. En tant qu'artiste aussi, on peut dire? Ouais, complètement, musicien, artiste, voilà. Et puis après, il y a l'histoire aussi, parce que certaines œuvres ont été déjà jouées, suivant une certaine forme. Et donc quand on arrive, on se dit bon bah oui, j'aime bien cette version-là, mais peut-être qu'en rajoutant un peu de moi-même, je vais avoir une légère différence, et donc du coup, je vais de nouveau à proposer une certaine façon de faire, etc. Donc c'est jamais fini. Il y a autant de chefs que d'interprétations possibles sur une même œuvre. Donc ça veut dire qu'on joue jamais réellement l'œuvre originelle, si je peux dire, puisque chaque chef d'orchestre amène une part de lui, en fait, quelque part. Sur les œuvres anciennes où il n'y avait pas du tout d'enregistrement, c'est quasiment impossible de savoir exactement comment c'était joué. D'accord. On suppose que, parce que les techniques instrumentales de l'époque étaient comme ça, le matériel était comme ça, donc certainement que ça se jouait comme ça, et donc on arrive à en tirer certaines pistes, et on se dit, bon bah, ça va être comme ça. C'est pour ça que sur une même œuvre actuelle, ou même des œuvres baroques, etc., qui sont... Bon, là, on est absolument certain qu'il n'y a aucun enregistrement. Du coup, certains proposent des façons différentes de faire, et personne peut dire c'est la bonne, ou ça a été joué comme ça. Et c'est absolument génial, parce que justement, ça laisse une liberté à celui qui dirige de proposer, à celui qui écoute de se dire moi j'aime cette version-là, et donc c'est infini comme résultat possible, et ça c'est génial, c'est la musique, quoi. On en revient, Stéphane, à l'histoire de la formation. Ouais. C'est combien de temps? C'est payant? Alors, c'est payant. Vraiment C'est payant au travers des conservatoires. Moi, j'ai fait ma formation auprès d'Olivier Holt, pour pas le citer, qui était adorable, et donc je le remercie d'ailleurs, parce que s'il avait pas été là, merci, je serais peut-être un peu moins bon. Et puis voilà, il y a des formations un peu partout, un peu partout. Il n'y en a pas énormément, parce que le problème de la formation, c'est que pour se former, il faut à minima un orchestre. Alors on se forme souvent avec des pianistes, des surdoués à la fois de la direction, de la battue, de l'œuvre, etc., qui arrivent en tant que pianistes à suivre la battue et à faire exactement ce qu'on fait. Alors quand je dis exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire toutes les bêtises qu'on fait. C'est-à-dire si je fais un énorme geste, alors que la nuance c'est pianiste, il va faire l'énorme geste, c'est forte, bam. Et là, tout de suite, on fait, ah bah non. Ça va pas. Okay. On recommence, on se dit, ok, c'était pas le bon geste. J'ai vu récemment, sur YouTube, ou je sais pas quoi, des espèces de masterclass où il y a 20 personnes qui apprennent à faire des gestes, machin, etc., tous les mêmes, etc. Alors, je dis pas que c'est pas bien, ou que c'est bien dans un cadre de découverte, mais ça peut pas fonctionner, il n'y a pas de geste unique, chaque chef est différent, chaque chef a sa gestuelle. C'était ma question, t'anticipes une question que j'allais venir, j'en profite parce qu'on en parle. C'est effectivement, il y a un code universel dans tes mouvements pour communiquer avec tes musiciens, c'est-à-dire que si on veut, alors je dis n'importe quoi, effectivement qu'on joue tout doucement, c'est-à-dire que c'est un geste particulier, plus fort un autre geste, mais c'est le même pour chaque chef d'orchestre ou non? C'est justement ça qui est assez incroyable, c'est que au-delà du fait qu'on peut considérer qu'il y a quand même certaines grandes familles d'indications, c'est-à-dire si je veux avoir une nuance piano, en fait je vais m'accrocher à l'idée qu'un archet pour faire une nuance piano va être très lent et quasiment pas appuyé, donc je vais faire un petit geste qui va faire par mimétisme une indication. C'est-à-dire que j'invite les cordes, pour pas les citer, à faire un petit geste. Donc, par le coup, c'est piano. Si je veux que ce soit forte, je vais faire un grand geste rapide, ce qui correspond aussi à une vitesse d'archet, et donc il va correspondre à un forte, etc. Et donc ça, c'est des choses que tous les chefs font.
parce que il s'applique en fait, il y a une espèce de mimétisme. Maintenant, je pense qu'il y a autant de battues différentes que de chefs. Il y a des chefs qui vont être très académiques, qui vont juste faire un peu la battue, etc., et sans trop donner d'éducation, et l'orchestre va faire en plus. Mais il y a des chefs qui ont des battues qui sont pas illisibles, mais dans l'histoire et les vidéos qu'on peut trouver sur Internet, on va s'apercevoir qu'il y a des choses, des chefs, des fois, qui font des espèces de mouvements comme ça, qui sont complètement lisses. C'est très compliqué de savoir où est le temps. D'autres qui ont des baguettes très longues, qui sont très directionnelles. C'est là, etc. Donc, il n'y a pas de règle absolue. C'est un apprentissage. Le chef d'orchestre doit rentrer en symbiose avec l'orchestre, et l'orchestre doit rentrer en symbiose avec le chef pour que ça marche. Ça veut dire que ça peut prendre un petit peu de temps. À chaque nouveau chef d'orchestre, ils doivent apprendre en gros ses propres codes à lui. Exactement. Et pire, quand on change d'orchestre, moi qui ai été supplémentaire dans pas mal d'orchestres, à chaque fois qu'on arrive dans un orchestre, on doit s'adapter très rapidement à la fois au chef et à l'orchestre. Alors quand je dis ça, c'est un côté magique, mais chaque orchestre en France a un léger décalage par rapport à la baguette. Alors ça vient du fait que quand on donne le temps, quand la baguette arrive en bas, on considère que le temps est là. Mais les instrumentistes avant, ils ont toujours besoin de temps avant que le son sorte de leur instrument. Et donc du coup, de temps en temps, volontairement, certains orchestres sont légèrement en retard par rapport à la baguette. Et donc, quand des fois on tombe dans des orchestres qui ont beaucoup de retard par rapport à la baguette, tout le monde le sait, sauf que quand on est supplémentaire, on ne sait pas. Donc il y a des orchestres, c'est ça, c'est les orchestres qui, tout d'un coup, ont l'habitude de jouer vraiment derrière, ça m'est arrivé, des fois c'est surprenant, ou d'autres vraiment sur la baguette, et il faut s'adapter très très vite. Donc il y a autant de battues que d'orchestres, que de chefs, etc. C'est super passionnant. Une dernière question par rapport à la formation pour faire chef d'orchestre. T'es obligé de savoir jouer un instrument pour être chef d'orchestre ? C'est quand même mieux, parce que pour être chef d'orchestre, il faut comprendre ce qu'on lit. Ce qu'on lit déjà. Donc il faut comprendre ce qu'on lit, il faut comprendre comment les instruments réagissent par rapport à l'indication qu'on va leur donner. C'est-à-dire qu'on sait que les vents vont être toujours légèrement en retard, c'est dû à la respiration. On sait que les cordes ont besoin de gestes pour accompagner l'image de l'archet, etc., pour que ce soit le plus précis possible. Donc il faut quand même des connaissances sur comment chaque instrument fonctionne. Comment il sonne, quelles sont les puissances naturelles des instruments pour régler les équilibres, etc. Il y a plein de choses à savoir. Alors justement, c'est quoi le plus dur dans ce métier de chef d'orchestre ? Quelles sont pour toi les difficultés auxquelles tu peux être confronté quand tu gères un orchestre ? Alors, il y a tout ce que tu viens de dire déjà, je pense que c'est connaître effectivement tout le fonctionnement de chaque instrument. Est-ce qu'il y a autre chose ? D'autres particularités ? Ce qui est difficile, c'est d'arriver à fédérer, je dirais, au final. Une fois qu'on sait comment chaque instrument fonctionne, une fois qu'on connaît bien l'œuvre, une fois qu'on sait qui doit partir, à quel moment, à quel endroit, dans quelle nuance, etc., qu'on les aide, qu'on les accompagne. Parce que un trompettiste qui a 70 mesures à compter, il va pas compter 70 mesures. Il va attendre gentiment, et puis à la 70e mesure, il va se dire, tiens, ça c'est un air que je connais, je sais que je dois partir par là, il va regarder le chef. Si le chef donne pas le départ, il va pas partir. Il va se dire, il est gentil, mais moi je vais pas m'amuser à compter 70 mesures. Donc du coup, chacun doit apprendre de l'autre, etc. C'est pas facile. Et le truc le plus difficile, peut-être, c'est arriver à fédérer l'orchestre sur l'idée que se fait le chef de la pièce en question. Et ça, c'est dur. C'est vraiment difficile. Parce que le chef, il aimerait toujours que ce soit là, que ce soit plus fort. Là, il y a un ralenti, puis l'orchestre, il suit pas trop, machin. Donc, c'est toujours un peu compliqué d'amener l'orchestre là où le chef veut qu'il aille, quoi. Moi, ça me fascine vraiment ce métier, pour être honnête avec toi. Et alors, une de mes questions, c'était comment les musiciens savent que tu t'adresses à eux. Moi, je joue du violon, comment je sais que là, t'es en train que ta gestuelle, c'est pour moi et pas pour les flûtes à côté, par exemple. Je les regarde. C'est le regard, oui. Mais les musiciens, ils sont en train de lire leur partition en général. Ils sont pas tout le temps en train de te regarder. Le concept du caméléon et de la vision périphérique. D'accord. Alors, quand un musicien dans l'orchestre joue, il regarde sa partition. Ok. C'est une certitude. Ça, on les voit. Sinon, évidemment, il ne regarde pas la partition, il n'y a pas les notes, il n'y a plus rien. Mais l'être humain
une faculté absolument extraordinaire, c'est d'utiliser sa vision périphérique. La vision périphérique, c'est quoi ? On regarde un objet comme ça, fixement, donc une partition, mais n'importe quel objet. On le regarde fixement. Si on fait bien attention, en regardant cet objet fixement, on s'aperçoit qu'on voit quand même tout ce qu'il y a autour, sur à peu près, 180, 200 degrés, etc. On voit. Et cette vision périphérique, elle se développe chez le musicien qui prend l'habitude, en plus de regarder sa partition, d'avoir le pupitre qui est quand même orienté vers le chef. C'est pour ça que les pupitres sont souvent assez hauts, en fait, dans l'orchestre, et on voit juste une petite tête qui dépasse. C'est parce que, en fait, il regarde la partition, et dans sa vision périphérique, il a les mouvements du chef. D'ailleurs, après, on peut discuter sur le fait qu'il y a des chefs sans baguette, des chefs avec baguette, mais il faut savoir que dans un grand orchestre, la baguette... Il y a des chefs sans baguette. Oui, il y a des chefs sans baguette. Et c'est quoi, c'est la main, du coup ? Ouais, c'est que les mains. La baguette n'est absolument pas obligatoire pour un chef d'orchestre. La baguette, elle est née du fait de la distance qu'il y a. Pour être sûr que tout le monde voit bien. Exactement. D'accord. Et puis, c'est beaucoup plus précis d'avoir un bâton qui fait 20-30 cm et puis de faire un geste comme ça, juste avec le poignet, on voit la baguette qui bouge, que la main, en fait, qui fait ce geste-là, mais le gars qui est au fond, il voit rien. D'accord. Le gars, la femme, peu importe. Donc, voilà, à l'origine, c'est fait pour être vu. Mais par exemple, quand on est dans un système qui est tout doux, où on a besoin d'exprimer peut-être plus les choses de façon moins précise, mais tout en rondeur, etc., on n'a pas besoin de baguette. Hein. D'accord. Il n'y a pas besoin. Donc tu me disais, au final, les musiciens te voient de façon, avec leur vision périphérique. Ouais, exact. Et ils arrivent quand même à savoir que tu t'adresses à eux. Moi, je trouve ça assez dingue, parce que tu es quand même concentré dans ta musique, et en même temps, il faut que tu suives... Ouais, ça, c'est quand ils jouent. Quand ils jouent pas, et qu'ils sont prêts à jouer, on se regarde droit dans les yeux pour faire un départ. C'est-à-dire qu'ils jouent pas encore, ils n'ont pas besoin de regarder la partition. On se regarde, t'as je sais pas combien de musiciens devant toi. Je les vois. Ouais, mais... Là, par exemple, il y a un départ de flûte. Je regarde les flûtes, je fais un grand signe, je regarde les flûtes droit dans les yeux, elles partent. Ok. En fait, c'est une aide. C'est vraiment une symbiose. Hein. Ah oui. Et alors, faut pas que je me plante. Parce que s'il y a un départ aux flûtes, et que je regarde les hautbois et que je leur fais un signe, les oboïstes, ils vont me dire qu'est-ce qu'ils fabriquent. Les flûtes à côté disent à qui ils s'adressent. Moi, je pars pas. Donc, ça a un côté à la fois génial de les aider, mais si on les aide pas, on peut planter l'orchestre. C'est très facile pour un chef de planter un orchestre. D'accord. Très, 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 très simple. Au même titre de oui, faire des bêtises pour un chef d'orchestre, c'est très très simple. Ça peut arriver. Ah oui, faire des grands gestes à la place de petits, l'inverse aussi, changer de tempo, pas connaître sa partition, donner les départs au timbal alors qu'il n'y a pas de timbal, enfin faire n'importe quoi, c'est très simple. Et très très vite, l'orchestre, après, il a plus du tout confiance. Moi, j'ai vécu à l'Orchestre National d'Île-de-France, pour pas le citer, parce que je suis resté longtemps avec eux à Cachetonnet. Une fois, il y avait un chef qui s'est pointé, il connaissait pas bien sa partition. Ça a été très compliqué. Au bout de la première demi-répétition, tout l'orchestre se disait on s'occupe plus du chef. Ah ouais, ils ont fait sans lui en fait. Ouais. C'est-à-dire que le violon solo a dit vous me regardez bien, et puis on s'accroche, hein, et vous me regardez, hein. Et au final, c'est le violon solo qui a repris plus ou moins les départs, la battue avec le violon, en disant voilà, le chef, il a l'air un peu perdu, occupez-vous de moi, un peu moins du chef, et on a fait un chouette concert, hein. Mais là, c'était compliqué pour lui. D'accord. Il y a des instruments dominants dans un orchestre ? Est-ce qu'il y en a qui vont avoir... ou quels sont les rôles de chaque peut-être instrument, entre guillemets, si on peut définir comme ça, je sais pas. En fait, il y a les couleurs, il y a les cuivres, les bois, les cordes, etc. C'est 3 familles d'instruments. Après, chaque compositeur fait en sorte de les croiser ou de mettre en avant une seule partie, ou même des solistes, etc., ou de l'accompagnement. Ça, c'est la magie de l'écriture. Est-ce qu'il y a des instruments dominants ? Il y a des instruments puissants. On parle évidemment des cuivres, tout ce qui est trompette, etc. Le volume d'une trompette mangera littéralement un violoniste tout seul à part équivalente. C'est logique. C'est pour ça d'ailleurs que dans la construction de l'orchestre, on a à peu près 12 premiers violons, 12 seconds, 12 altos si on a de la chance, 8 violoncelles, 3-4 contrebasses. Ça, ils sont devant en plus, hein. Ouais, et les cuivres sont quand derrière. Tu fais ta composition de ton orchestre, comment tu les places tes instruments pour pas qu'ils se bouffent entre eux ? Justement, c'est la composition à peu près classique. T'as les violons à gauche, les altos légèrement en face à droite, les violoncelles sur ta droite, les contrebasses au fond à droite, et puis après t'as une ligne de bois qui sont suffisamment puissants pour passer de toute façon sur les cordes s'ils poussent un peu, et derrière t'as les cuivres, parce qu'ils sont tellement puissants que si tu les mets devant, ils mangent vraiment tout l'orchestre. Il y a plus d'orchestre. Donc en fait, l'organisation de l'orchestre, elle est faite pour que
le chef d'orchestre et accessoirement l'auditeur ait un système équilibré malgré les différences des instruments. Et c'est aussi du coup ton rôle de dire au cuivre, attention à l'intensité, quoi. Ah oui, souvent on dit les cordes il faut y aller, les cuivres, les trompettes trop fort, ça on l'a tellement dit que les pauvres, et des fois ils mais c'est pas vrai, des fois ils remplissent tout et c'est absolument extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est compliqué, les équilibres, etc., de gérer ça tout le temps, ça fait aussi partie du boulot. J'ai une toute dernière question pour toi, Stéphane. Moi, la chose qui me fascine, c'est comment pour avoir assisté aussi à des cours d'orchestre, comment tu arrives à savoir que le troisième violon là-haut à gauche, il joue faux, que la flûte, la deuxième flûte, elle se trompe. Comment alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'étonne et qui me fascine. Comment vous pouvez arriver à déceler les erreurs sur une masse de musiciens? Alors, t'as dit un truc, comment déceler que le troisième violon joue faux. Alors ça, c'est compliqué dans les cordes, parce que ça marche par pupitre, donc il y en a... Le pupitre, ils sont 12 et ils font la même partie. C'est excessivement compliqué de savoir qu'il y a un violon ou deux qui ont mis un do un peu haut, enfin je dis n'importe quoi, ça c'est compliqué. Par contre, effectivement, les instruments solistes, flûte, hautbois, toute la petite harmonie, et même l'harmonie globalement, quand ils font une note à côté, et ben comme on connaît bien notre partition et que c'est un peu notre boulot aussi d'avoir une certaine oreille tout le temps bien affûtée et à l'écoute pour dire ah non, lui il a un demi-ton au-dessus, ah bah lui il est en train de pas de jouer la bonne transpo, je sais pas trop quoi. C'est notre boulot, ça fait partie du travail de chef d'orchestre, d'entendre, d'écouter. Alors après on n'est pas tous égaux devant cette écoute globale d'un orchestre. Moi, il se trouve que dès que j'étais gamin, j'entendais qu'au fond, la flûte, elle jouait pas les bonnes notes ou je sais pas quoi. Après, il y a certainement une histoire de dîner, de discernement, machin. Ouais. Et puis, il y a aussi la connaissance de la partition. Parce que, autant, bon, t'es en do majeur, il y en a un qui tape un do dièse en plein milieu du pavé, ça va sonner, on va se dire, oula! Non, lui, c'est... Maintenant, on écoute des partitions beaucoup plus contemporaines, etc. Si on les connaît pas, bien malin de savoir qu'il n'y a pas la bonne altération au bon endroit, c'est impossible à savoir. Ouais. Donc, il y a un gros boulot de connaissance de partition, d'étudier la partition, de diriger dans le vide, de faire les entrées dans le vide. Ça se travaille, un chef d'orchestre, ça se travaille sur une table. On met ses carrures, on essaie de comprendre comment est construite la partition, qui joue quoi, qui accompagne qui, etc. Lui, je veux l'entendre plus fort. Là, je sais que ça, c'est l'accompagnement. Ça, je sais qu'il faut qu'on l'entende. C'est le thème. Ça va arriver à ce moment-là. Il faut que ça parte. C'est important, etc. Tout ça, ça se construit avant d'être devant l'orchestre. Parce que quand on est devant l'orchestre, si on connaît pas sa partition, qu'on fait un 2, 3, 4, si c'est mesure à 4, et puis qu'on part, et qu'on sait pas du tout ce qui va arriver, eh ben, on n'est pas crédible. Vraiment, on n'est pas crédible, quoi. Les musiciens, ils disent, il a pas travaillé, il sait pas ce qu'il fait, il comprend pas ce que nous, on doit faire. Donc, si nous, on sait pas ce qu'on fait, et que lui, il sait pas qu'est-ce que je fais là, je m'en vais. Voilà, les musiciens sont... Stéphane, un grand merci pour toutes tes explications. Vraiment, tu nous as bien éclairé. Avant de terminer, est-ce qu'il y aurait une œuvre, une musique, un morceau que tu affectionnes particulièrement, que tu nous recommandes à écouter? Alors, voilà, quel est ton coup de cœur musical? Forcément, il y en a plein. Ouais, moi j'ai une petite histoire à ce sujet. J'ai eu la chance de passer par le CERER de Paris, qui s'appelait le Conservatoire National Supérieur de Paris pendant un temps, à l'époque où j'y étais, mais le CERER. On a fait l'Oiseau de feu de Stravinsky. L'Oiseau de feu de Stravinsky, on l'a fait donc à l'orchestre, je l'ai fait à l'orchestre, comme tous les gamins ou ados ou un peu plus vieux font leur pratique d'orchestre dans les conservatoires, comme au 10e d'ailleurs, il faut le dire. Hein. Et donc j'ai eu la chance d'être dirigé par un monsieur qui s'appelait Vitaly Kataïev. Vitaly Kataïev, à l'époque, il était professeur de direction d'orchestre au conservatoire Tchaïkovski à Moscou. Je n'ai jamais joué l'Oiseau de feu comme j'ai pu le jouer même après chez les pros, quand j'étais étudiant au CERER. Ça n'est jamais arrivé. J'ai pris un pied extraordinaire à jouer cette œuvre-là. Et pour la suite de ce que tu m'as posé comme question, quand je suis allé faire mes études, ma formation de chef d'orchestre avec Olivier Holt, quand je suis arrivé, au jury, on m'a posé la même question. Qu'est-ce que vous aimeriez diriger? Et j'ai dit l'Oiseau de feu Stravinsky. La danse du roi Katchai. J'adore, c'est dans l'Oiseau de feu. Une partie vraiment un peu particulière de l'Oiseau de feu et le final que j'adore.
Et ils m'ont regardé, ils m'ont fait « Ah oui, ça va être compliqué. » Oui, parce que l'Oiseau de Feu, faut quand même le dire, c'est gros orchestre, énorme, avec beaucoup de qualité, parce que la partition est très difficile. Et donc là, bon, ça allait être compliqué. Mais l'année dernière, on a fait le final de l'Oiseau de Feu au 10e, avec l'orchestre 3C. Heureux, alors. Ah, j'étais extraordinaire. Alors, c'était une version simplifiée, mais franchement, j'étais super content. Bon, je suis content pour toi, alors. Moi, je vous invite, en tout cas, à écouter et découvrir cette œuvre. Un grand merci, Stéphane. Merci. Bonne journée à tous, et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast de Radio Berlioz. Au revoir. Au revoir.